Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monaco Info dans votre 19h et voici les titres de l'actualité. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA a achevé hier sa visite officielle de 2 jours en principauté. Un déplacement riche en échanges et en partage. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans ce journal un entretien exclusif entre Winnie Byanyima et la princesse Stéphanie. La semaine de la décennie sur les océans a débuté aujourd'hui à Barcelone. Le prince Albert II est présent sur place pour apporter tout son soutien et ainsi rappeler l'importance de l'événement. Vous l'entendrez dans un instant. Les explorations de Monaco ont d'ailleurs profité de cette conférence pour présenter leur nouvelle expédition en Méditerranée. Xavier Prache, leur directeur, nous dévoilera concrètement le travail qui sera réalisé dans le cadre de cette mission environnementale. Direction ensuite le musée océanographique pour découvrir des sculptures monumentales. Elles mettent, vous le verrez, en lumière des espèces des régions polaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais 25 000 mots français sont présents dans la langue anglaise. Nous vous proposerons dans quelques instants de lever le voile sur l'incroyable histoire des mots français en anglais. Et puis il y aura un moment gourmand dans ce journal avec une toute nouvelle adresse qui vient d'ouvrir sur le Rocher. Elle propose des spécialités grecques et s'appelle tout simplement Chez les Grecs. Je vous en parlais en titre alors que l'association Fighteds Monaco fête cette année ses 20 ans. Sa présidente, la princesse Stéphanie, a invité en principauté la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Nous vous le disions hier, Winnie Byanyima a pu s'entretenir avec le prince Albert II, des membres du gouvernement et de Fighteds. Mais avant de quitter Monaco, elle a accepté de répondre à nos questions dans un entretien croisé avec la princesse Stéphanie. Vous pourrez découvrir à l'issue de ce journal l'intégralité de cette interview dont voici un court extrait. Le Monaco est un des plus anciens donateurs à l'ONU-SIDA. Et Madame le directeur nous disait ce matin en audience avec le prince que c'est une marge de sécurité pour eux de pouvoir envisager des nouveaux projets quand il y a des gouvernements comme ça qui reconduisent d'année en année leurs subventions. Ça leur permet eux de voir plus loin, de voir l'avenir, alors que d'autres gouvernements se retirent. C'est un souhait de Monaco de faire partie justement de ces organisations mondiales et de montrer qu'on est un petit pays, mais on peut faire de grandes choses. It is a story of love, of humanity, of caring for those for whom there's nobody many times. And I saw them myself, I talked to them, I touched them, and they touched my heart. I go away inspired, strengthened, hopeful, and really believing in this struggle to end AIDS. La totalité de cet entretien est donc à retrouver à la fin de ce journal. La semaine de la décennie de l'océan se tient en ce moment même à Barcelone. Le prince Albert II est sur place en Espagne pour apporter tout son soutien à l'événement. Il y a d'ailleurs prononcé un discours pour rappeler l'importance de la préservation des océans. Je vous propose de l'écouter à propos de la nécessité de prendre soin de notre environnement et notamment de la mer Méditerranée. Cette conférence est une plateforme exceptionnelle pour faire partager les connaissances, pour réaffirmer, si vous voulez, la détermination de Monaco, notre détermination à continuer les missions d'exploration en Méditerranée, mais aussi ailleurs, puisque nous en avons fait une très belle aussi en océan Indien, mais là c'est la Méditerranée dont il s'agit, c'est de faire partager les connaissances, c'est de créer nous aussi, pourquoi pas, de nouvelles collaborations pour faire avancer les connaissances sur la Méditerranée, parce qu'il faut absolument qu'on arrive sur l'océan global à avoir 30% de notre océan global protégé à l'horizon 2030. Et pour parvenir à mieux protéger ces océans, les explorations de Monaco ont une nouvelle mission avec un objectif ambitieux, contribuer au développement et au renforcement des aires marines protégées en Méditerranée. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver tout de suite Xavier Prache, le directeur des explorations de Monaco. Il est à Barcelone aux côtés du prince Albert II. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc profité de votre présence à Barcelone pour dévoiler la nouvelle expédition des explorations de Monaco. Alors, où va-t-elle se dérouler ?
Alors les missions Méditerranée des explorations Monaco vont se dérouler comme son nom l'indique en Méditerranée. Pourquoi la Méditerranée? La Méditerranée, c'est vraiment un hotspot de la biodiversité, c'est aussi une des mers les plus polluées du monde, c'est un carrefour de civilisation, de culture, d'économie. Et je me souviens que le prince Albert II, lors de la Monaco Blue Initiative 2023, disait que ça correspondait également à un défi de ce que tous les océans du monde pouvaient rencontrer. Et donc tout naturellement, c'est bien là que nous, on va pouvoir suivre et conduire ces missions Méditerranée. Alors ces missions Méditerranée donc, vont être conduites, vous nous l'avez dit, en Méditerranée. Quel travail concrètement allez-vous y effectuer? L'objectif en fait c'est d'aller au-devant des gestionnaires d'aires marines protégées, au-devant des décideurs politiques et d'aller les voir et de leur proposer un certain nombre d'activités à la fois scientifiques et de médiation pour pouvoir les aider d'une part à mieux connaître leurs aires marines protégées afin d'en améliorer la gestion et la protection et puis également de mener des activités de médiation et de sensibilisation vis-à-vis de la jeunesse et de la population afin d'accroître ce sentiment de meilleure connaissance et de bonne protection des aires marines protégées. Hier s'est déroulé un événement satellite pour présenter ce nouveau projet avec plusieurs temps forts. Racontez-nous un petit peu comment cela s'est déroulé. Il y a d'abord eu une première table ronde avec le SPARAC et le MEDPAN sur l'actualité des aires marines protégées. Et puis ensuite une deuxième table ronde plus centrée sur le financement de ces aires marines protégées avec le MEDFund. Et donc le souverain nous a ensuite clôturé ces deux séances en public. Et ensuite nous sommes déplacés sur le Port-Vel qui est juste derrière moi et sur lequel a été implantée une exposition sur les aires marines protégées de Méditerranée. Et donc cette exposition a été inaugurée par le souverain, ce qui nous a permis de lui présenter les différents panneaux qui ont été installés. Et ensuite on a terminé à bord de Twiga, le voilier patrimonial de la Principauté, où des enfants du lycée français de Barcelone ont pu lui présenter l'actualité des classes à enjeux maritimes qui sont développées par ce lycée. Vous l'avez dit, le prince Albert II est présent à vos côtés à Barcelone pour l'ouverture officielle de cette conférence. C'est vrai que sa venue confirme une nouvelle fois tout son engagement et plus généralement tout l'engagement de Monaco dans ce projet de protection de la Méditerranée. En effet, la principauté de Monaco est très engagée sur la protection de l'océan et vous savez que son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, incarne cet engagement. C'est à la fois une tradition historique, évidemment, avec son trisaïeul, Albert Ier, mais cette action, cet engagement s'inscrit également dans un cadre plus formel. J'en retiendrai deux. Tout d'abord, le cadre de la COP 15, cette convention des parties à la conférence des Nations Unies sur la biodiversité de Montréal en 2022. Au terme de cette convention a été fixé un objectif ambitieux qui consiste à protéger 30% des sites, protéger et mieux conserver et mieux gérer ces sites d'ici à 2030. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième cadre, c'est celui du plan d'action pour une Méditerranée exemplaire qui a été arrêté lors du Congrès pour la protection de la nature en 2020 à Marseille. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on s'inscrit dans ce cadre-là, les explorations Monaco s'inscrivent dans ce cadre-là pour lancer ces missions Méditerranée. J'aimerais pour finir que l'on revienne rapidement sur le premier temps fort du projet Monaco Exploration avec la mission Océan Indien 2022. Cette mission a été mise en lumière, c'est vrai, à deux occasions au cours de la conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel bilan en faites-vous? Alors, la mission Océan Indien des explorations Monaco a en effet l'objet de deux temps forts à l'occasion de cette semaine à Barcelone. Le premier temps fort, c'était hier soir avec la projection du documentaire d'Harald Pokieser sur cette mission Océan Indien. Et puis demain, nous aurons la présentation dans le cadre de la conférence des Nations Unies d'un poster sur l'école embarquée à bord du bateau qui a porté cette mission. Je retiendrai les derniers enseignements de cette mission. C'est tout d'abord sur le plan scientifique avec la découverte de nouvelles espèces. Aujourd'hui, les taxonomistes ont identifié 3 nouvelles espèces qui étaient inconnues jusque-là. On a également déployé environ une trentaine de flotteurs BGC Argo dans le cadre du programme Mongoose, dans une zone qui était assez peu connue jusque-là. Il s'agit d'un programme de surveillance des océans. Et puis, dans les perspectives, on a la parution d'un rapport scientifique en juin 2024 et puis, en décembre 2025, un rapport final qui sera porté à la connaissance des États côtiers, donc essentiellement les Seychelles, l'île Maurice et puis évidemment la Réunion avec la France. Donc. Et dans ce rapport, on sera amené à faire des recommandations et qui s'inscriront notamment dans le cadre du traité BBNJ. Vous savez, ce traité qui a été adopté en septembre 2023. Qui a été ratifié jusque-là par 3 États, et notamment les Seychelles. Les Seychelles a été le premier État africain à ratifier cet État. Et donc l'idée est de faire des recommandations à ces États pour éventuellement
peut-être améliorer la gestion de ce banc de Saya de Mala qui se trouve en haute mer et qui pourrait peut-être constituer une aire marine protégée. Merci beaucoup à vous, Xavier Prach, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de la prochaine mission des explorations de Monaco. Merci. Et merci également à Sylvain Péroumal qui est présent sur place et qui nous a permis de recueillir ses propos. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 octobre, le musée océanographique accueille une nouvelle exposition temporaire intitulée « Les géants des glaces ». Des sculptures immenses créées par Michel Bassompierre vont transporter les visiteurs dans les régions polaires. Émilie Flamand et Camille Caloni vous les font découvrir en avant-première. Reportage. Ils dominent la ville et la mer. 6 ours polaires ont pris leur quartier sur le toit du musée océanographique. Et là, j'ai l'impression d'être sur un iceberg. Hein, ils sont là et on est là avec eux. Pourquoi pas? Ils sont en train de nous rappeler que la vie, il n'y a pas que nous pour vivre. Il y a aussi d'autres espèces. À l'origine de ces œuvres grandeur nature, le sculpteur Michel Bassompierre, qui a l'habitude de créer des sculptures d'animaux. On se sert de la magnifique forme de l'animal pour faire quelque chose qui nous paraît beau en sculpture. Parce que l'idéal dans la sculpture, c'est faire quelque chose de beau. L'animal étant déjà beau, pourquoi l'enlaidir avec des détails? Il faut le faire aussi beau qu'il est et puis en simplifiant, puisque ça reste quand même une sculpture. Mais plus qu'une simple exposition visuelle, c'est avec un véritable message qu'elle s'inscrit dans le programme polaire de l'Institut. Et ce qu'on souhaiterait apporter comme message, et les ours nous y aident, c'est que toutes les activités humaines, qu'elles soient ici, au niveau des pôles ou partout dans le monde, ont des influences sur l'ensemble des écosystèmes naturels et notamment sur les océans. En plus des 6 mammifères, un manchot géant accueille les visiteurs du musée. Une exposition à retrouver jusqu'au 6 octobre. Nous ouvrons une courte page de sport avec la large victoire de la Roca Team hier soir face à Limoges. Les Monégasques s'imposent avec 38 points d'avance et renouent ainsi avec la victoire à domicile en Betclic Elite. Le score final est de 94 à 56, un match très appliqué avec 20 points d'avance d'entrée de jeu. De bon augure, nous l'espérons, avant la dernière rencontre de saison régulière d'Euroleague, prévue ce jeudi 11 avril à 19 h face au Bayern Munich. L'anglais est la langue la plus parlée dans le monde, mais elle utilise pourtant des milliers de mots français. Anthony Lacoudre, avocat international, s'est justement intéressé aux circonstances historiques de cette présence francophone dans le vocabulaire anglais. Il était en principauté à l'occasion d'une conférence. Vanessa Dessy et Olivier Bonello l'ont rencontré. Elle est la langue principale des affaires, des sciences, de la littérature, de la politique, de la diplomatie et bien d'autres domaines. L'anglais n'est peut-être pas la langue la plus parlée, mais c'est certainement la plus influente au monde. Ça part de l'Angleterre avec l'Empire, le Commonwealth, bien sûr, et puis après, voilà, l'indépendance des États-Unis et la suprématie. Aujourd'hui contestés d'ailleurs par d'autres blocs, mais oui, là c'est sûr qu'ils emportent avec eux la langue, avec le cinéma, la musique, la littérature, c'est sûr. Ouais. Vous avez cette base germanique complétée avec ce vocabulaire français, donc ça couvre une large population de la planète, et voilà, donc je pense que toutes ces raisons combinées font que la langue anglaise est la langue, elle a remplacé le français, qui lui-même avait remplacé le latin comme langue universelle. Les langues évoluent inévitablement avec le temps. De nouveaux mots sont empruntés ou inventés. L'influence linguistique aura duré 950 ans. Aucune langue vivante n'a été imprégnée à ce point par une autre. On a quand même 25 000 mots français en anglais, alors que dans le sens inverse, on a seulement 500 mots anglais en français. Et d'ailleurs, ces mots anglais en français, on les trouve en italien, en allemand, enfin, ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, et donc du coup, je ne pense pas franchement qu'on puisse dire que la langue française soit en danger, si vous voulez. Par contre, oui, il est clair que la langue anglaise est utilisée maintenant à l'échelle planétaire, dans la diplomatie, dans les échanges, etc., c'est sûr. Et puis oui, il y a cet aspect culturel, certainement, oui, oui. La prochaine conférence d'Anthony Lacoudre est prévue à l'automne prochain à l'Institut culturel de New York. Monaco Tech, incubateur et accélérateur de start-up de la Principauté, lance un nouvel appel à projets. Les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes et doivent être soumises via le site internet monacotech.mc.
Cet appel s'adresse aux entrepreneurs du monde entier qui veulent s'implanter et développer leurs projets depuis Monaco. Les startups sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement de 18 mois de ressources techniques et financières et d'un accès privilégié à un réseau d'experts. Le dépôt des dossiers est possible jusqu'au 14 mai à minuit. Coup de projecteur à présent sur cet établissement qui vient redynamiser le quartier du Rocher. Chez les Grecs est un nouveau restaurant qui a pour ambition de faire découvrir la cuisine et les traditions grecques en principauté. Voyez ce reportage de Frédéric Elion et Camille Caloni. 1500 km séparent Monaco et Athènes, mais pas besoin d'en parcourir autant pour goûter aux spécialités helléniques en principauté. Ouvert depuis le 1er février sur le Rocher, Chez les Grecs vient dynamiser encore un peu plus le quartier de Monaco-Ville. On voulait être ici dans un endroit très dynamique au Rocher. Il y a le tourisme, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent ici, dans les palais, dans les mairies, dans le gouvernement. Et on croit qu'il avait une place pour un magasin comme le nôtre. 4 personnes sont en cuisine, dont le chef Polyzoïs, venu spécialement de Grèce pour ce projet, dont l'objectif est de faire découvrir les traditions culinaires du pays en principauté. Alors, tous nos produits viennent de la Grèce. On a des produits fabriqués à la main. On a les yaourts, la feta. Tous nos viandes viennent de la Grèce par des producteurs, des petits producteurs qu'on a choisis. C'est des produits très authentiques. C'est des produits comme nous, on aime bien manger en Grèce. Et on voulait introduire ça à la principauté et partager notre culture avec tout le monde ici. Tous les légumes sont sourcés ici, ainsi que les frites fraîches. Alors, comme on dit en Grèce, kaliorexie, bon appétit! Et pourquoi pas accompagner ces bons mets grecs avec une bière blonde précisément et sans alcool. Je vous parle là de la Monte Carlo Beer qui vient tout juste d'obtenir la médaille d'or au récent concours du Frankfurt International Trophy. Bravo à elle. Vous avez pu découvrir un extrait en ce début de journal de l'entretien croisé entre la princesse Stéphanie et la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Il est l'heure de la découvrir en intégralité. Cet échange a été recueilli par Patricia Navarro, Alexandra Marangoni, Olivier Bonello et Jean Pourchier. Altesse, Madame le directeur, merci d'avoir accepté toutes deux cet entretien croisé. Altesse, peut-être tout d'abord, j'imagine que c'est une très grande fierté aujourd'hui. Vous avez passé une très large partie de la journée aux côtés du directeur de l'ONU-SIDA. Vous avez pu lui faire découvrir les locaux de Fightheads Monaco, qui est presque l'œuvre d'une vie, cet engagement sans faille en faveur des personnes vivant avec le VIH. Oui, c'est un grand honneur car... on le sait, c'est les 20 ans, Fightheads c'est 20 ans cette année. Et de pouvoir accueillir Madame le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, c'est une fierté et un honneur parce que ça fait presque aussi 20 ans que je suis ambassadrice à l'ONU-SIDA. Donc voilà, j'avais pu recevoir l'ancien directeur ici. Et donc c'était normal qu'on arrive à se voir avec Winnie et pour continuer voilà, d'échanger sur les choses à faire et à parcourir et de lui faire découvrir de ce qu'on fait nous depuis 20 ans ici à Fightheads au quotidien pour aider les personnes vivant avec le VIH. Que retiendrez-vous, Madame le directeur, de cette rencontre aujourd'hui avec les affiliés, avec les bénévoles de Fightheads Monaco? This is a very powerful story. I came here to thank very much Her Highness Princess Stephanie for the work that she has done, for being a voice of people living with HIV, not only here in Monaco but globally. But I had not seen with my eyes, heard with my own ears, and visited personally. It's moving. It's a story of 20 years, and I came to celebrate it with her. It is a story of love, of humanity, of caring for those for whom there's nobody many times. And I saw them myself, I talked to them, I touched them, and they touched my heart. I go away inspired, strengthened, hopeful,
and really believing in this struggle to end AIDS. And it is stubborn people who fight and fight and fight until it's done. And Her Highness the Princess is such a leader who won't give up until it's done. Proud to associate with her. Oui, Altesse, vous avez souhaité que cette visite de 2 jours soit la plus complète possible pour montrer toutes les initiatives, tout le travail aussi qui est fait plus généralement en principauté dans ce vaste combat contre le sida. Oui, je crois que j'ai la chance avec les années d'avoir pu être suivie par, déjà par mon frère le prince Albert et aussi par son gouvernement qui a de suite pris le pas auprès de l'ONU-SIDA. Et le Monaco est un des plus anciens donateurs à l'ONU-SIDA. Et Madame le directeur nous disait ce matin en audience avec le prince que c'est une marge de sécurité pour eux de pouvoir envisager des nouveaux projets quand il y a des gouvernements comme ça qui reconduisent d'année en année leurs subventions. Ça leur permet eux de voir plus loin, de voir l'avenir, alors que d'autres gouvernements se retirent de l'organisation chaque année. Et c'est un souhait de Monaco de faire partie justement de ces organisations mondiales et de montrer qu'on est un petit pays, mais on peut faire de grandes choses. La princesse vient de le dire, c'est un petit pays, mais tant d'initiatives, tant d'élan. Absolutely. I have had the privilege, it was an honor, to meet His Serene Highness, the Prince, and to talk also with the government officials, Minister of Foreign Affairs, Ministry of Health and others, and then to come here and see where it really happens with the work of Fight AIDS Monaco and the Princess Stephanie. What I found here is a lot of innovations around the things that we know work to fight this disease, that it is about rights. It's about the rights of people. We see them here coming to claim their rights. We know that if there is no community to support you, you will not survive. But community is here. The Princess Stephanie is our goodwill ambassador, but I must say that for me, since I came, I've been at the leadership for almost 5 years now. We haven't done very much with the Princess Stephanie. Oui, ce que nous dit Madame le directeur, c'est que votre aide, votre charisme et la notoriété aussi qui entoure votre famille est précieux pour l'ONU-SIDA. Mais pour vous aussi, Altesse, vous l'avez dit, ça fait presque 20 ans que vous êtes ambassadrice de bonne volonté. Et cette mission vous a apporté beaucoup puisque vous vous êtes rendue sur le terrain. Vous avez pu voir de quelle manière les pays lourdement impactés ont organisé leur riposte contre le sida. Je crois que dès le départ, quand le docteur Peter Piot m'a approché, il m'a dit on a une cause et on a besoin d'une voix. He told me, he says, we have this cause, we want to do something, but we need a voice out there. Et c'est vrai que même moi, à Monaco, ça n'a pas été facile au début de s'engager dans une cause qui n'est pas, aux yeux de tout le monde, si noble que ça. Et c'est vrai que je l'ai porté sur mes épaules. J'ai toujours mis la cause devant, mais en montrant que c'était moi qui étais derrière. Et c'est la détermination, et parce que j'estime que je suis comme ça, j'ai horreur de l'injustice et de la souffrance, et surtout de l'injustice dans la souffrance. Et donc j'ai toujours voulu m'occuper des gens vivant avec le VIH, plus que la recherche ou quoi. Et je crois que c'est ça dont a besoin l'ONU-SIDA, qui est une grosse organisation qui, eux, gère les gouvernements, des choses plus politiques, plus terre à terre, mais il y a une autre manière de s'occuper du VIH, et c'est ce qu'on essaye de faire nous à Fight AIDS. Mais le plus important, c'est de s'occuper des gens qui malheureusement sont infectés, sont là et méritent une vie dans la dignité et dans l'amour. Vous êtes directrice de l'ONU-SIDA depuis 2019. Est-ce que la situation depuis cette date a évolué? On a beaucoup parlé des difficultés rencontrées suite à la crise du Covid qui a un petit peu placé la lutte contre le sida en arrière-plan. Est-ce que ça a été le cas ou non? Yes, in the last 5 years, when I have been heading UNAIDS,
We have seen some progress in many countries, particularly in the countries with the highest burden, East and Southern Africa. We see them reducing new infections and reducing deaths. But we also see challenges. We see that in some regions, new infections are increasing, like in Eastern Europe and Central Asia. But we also have faced many challenges in these 5 years. There was COVID, you're right. COVID pushed us back. We were trying to make progress, but COVID came and pushed us back. Girls were not in school, sexual violence increased, teenage pregnancies increased. Many things happened that tell us that, and then hospitals were crowded, people were locked down, they couldn't go to get their prevention and their treatment. We are expecting the numbers, the progress to slow because of COVID, and we are seeing it in the data. Then we had the war in Ukraine. Ce sera ma dernière question. Est-ce que 2030, c'est toujours l'horizon pour lequel on espère la fin du sida? You know, we are working towards that, and we know how to get there. We know what needs to be done. We must get the infections to stop, so we must give everybody what they need for prevention, get people tested, which a center like this knows how to do in clever ways, and put people on treatment, to stay on treatment, to get the good treatment they need. We know what we need to do, but if we don't accelerate, we won't make it to 2030. And then organizations like Fight AIDS Monaco, governments like Monaco, when they come in and give these countries additional support, we can get there. Donc c'est possible avec une voix, un engagement tel que le vôtre? C'est avec plaisir et honneur et conviction que je serai là jusqu'au bout. Hein. Thank you both of you. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté cet entretien pour Monaco Info. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Your Highness. Thank you for your visit. And congratulations on 20 years. Thank you. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des frères et des sœurs, une date moins connue, c'est vrai, que celle de la fête des mères ou des pères, mais qui n'en reste pas moins importante. Anaëlle Marquez est justement partie à votre rencontre pour connaître l'attachement que vous avez à votre fratrie, si vous avez évidemment des frères ou des sœurs. J'ai une petite sœur et 2 demi-sœurs. J'ai un frère, un petit frère et une sœur, une petite sœur. J'ai une sœur et 2 frères. Je suis l'aînée de la fratrie. J'ai un petit frère et un grand frère et une grande sœur. C'est important parce que c'est un peu notre sang, on est mélangés, on vit ensemble, on grandit ensemble et... Enfin, moi je trouve que c'est quelque chose d'important, voilà, c'est tout. C'est un lien qui nous unit, on est ensemble à vie, voilà, ça nous unit au niveau de la famille avec le papa, la maman. Bon, je pense que c'est un lien qui est très important au sein d'une famille. C'est important parce que j'ai grandi avec mes frères et sœurs et puis c'est des amis qu'on a toujours avec soi et c'était important pour moi d'avoir des frères et sœurs. Après cette célébration de l'amour fraternel, nous retrouvons tout de suite Alban Gingembre pour vos prévisions météo de ce jeudi 11 avril. Bonsoir Alban, le soleil fait définitivement son grand retour en principauté. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Et oui, le soleil brille demain sur la principauté. Un beau temps peu nuageux est prévu toute la journée avec une légère hausse des températures qui devrait être agréable pour les prochains jours. Il fera entre 14 et 22 degrés et les journées continuent de se rallonger. On gagne 3 minutes d'ensoleillement. En ce jeudi 11 avril, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Stanislas. Vous le savez, on aime se replonger sur Monaco Info dans les souvenirs et surtout les bons, comme ce fabuleux quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'AS Monaco FC et le Real Madrid. C'était il y a 20 ans au Stade Louis II. Les hommes de Didier Deschamps s'imposaient alors dans une victoire légendaire 3-1 face à l'une des plus grandes écuries d'Europe. Les clichés de ce soir sont signés Charlie Gallo, qui avait immortalisé à l'époque ce souvenir impérissable. Je vous rappelle que Monaco s'était malheureusement incliné en finale de cette Ligue des Champions face au FC Porto.
C'est la fin de ce journal. Merci comme chaque soir de nous être fidèles sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour une nouvelle édition riche en actualités. En attendant, passez un très bon moment sur notre antenne.